de la recherche et de l'innovation, qui est vraiment cette nouvelle structure dont nous sommes sur le lieu de lancement aujourd'hui. Alors cette journée qui est placée sous le thème de vers une initiative de la médecine personnalisée au Maroc tient du fait de quelques constats. En effet, actuellement au Maroc et dans la plupart des pays du monde, nous constatons que les traitements, de façon générale, sont basés sur un calcul fait sur le patient commun, ce qu'on appelle la population générale. Ceci ne reflète pas souvent les diversités au sein des populations. Par ailleurs, nous constatons aussi que les essais cliniques, lorsqu'ils sont designés, touchent principalement une population certaine et ils excluent d'autres populations spécifiques. Alors à cela ajoute ce qu'on appelle une approche unique. D'accord ? Cette approche unique ne tient pas compte aussi de la spécificité des sous-groupes et de certains pays. De nos jours, force est de constater des avancées considérables. Des avancées dans les connaissances du génome humain, dans la génétique, l'épigénétique, la vaccinomique, l'immunologie, l'immunogénétique, les séquençages de nouvelle génération, les sciences omiques de façon générale. À cela s'ajoute tout ce qui est l'imagerie médicale et ce qui concerne les appareils de surveillance médicale. Ces technologies vont permettre d'aller plus loin, de mieux apprécier la diversité, n'est-ce pas, de notre patrimoine et les diversités qui sont liées aux risques individuels des maladies, ce qui pousse vers une personnalisation de la médecine et des approches thérapeutiques. Cette approche nouvelle, innovante et préventive, qui concerne le traitement et des maladies, tiendra compte, n'est-ce pas, des différences individuelles au niveau des gènes, de l'environnement et donc des modes de vie des personnes. Une telle approche peut être tout simplement qualifiée de nos jours de médecine de précision ou bien de médecine personnalisée. C'est dans cette optique, mesdames et messieurs, que la 9e journée internationale de biotechnologie médicale a vu le jour pour discuter autour d'une table ronde sur cette initiative que nous allons discuter tout à l'heure de la médecine personnalisée. Le débat sera organisé sous forme de 2 panels où nous avons invité d'éminents scientifiques, chercheurs, universitaires et de centres de recherche. Et donc nous allons essayer de débattre des questions suivantes qui sont: qu'est-ce qu'on entend vraiment de la médecine personnalisée de nos jours? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la médecine personnalisée au Maroc? Et quels sont les défis qu'il faudra relever, n'est-ce pas, pour cette médecine si on parle du contexte marocain? Et on pourra aussi ajouter, est-ce que cette médecine personnalisée est applicable à toutes les maladies, à tous les traitements, ou bien faudra-t-il prioriser? Mesdames et messieurs, pour discuter sur ces questions-là, nous avons organisé les 2 panels comme suit. Le premier panel donc, sera animé par monsieur le professeur Asdin Ibrahimi, que vous connaissez déjà, qui est à présenter aussi quand même, c'est le professeur de biotechnologie médicale, donc le DG, le directeur général du Centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation. Le deuxième panéliste, c'est professeur Mohamed Amin Berahoum, professeur d'immunologie, directeur de l'Institut de recherche sur les cancers ici à Rabat. Professeur Souadka Amin, oncologue chirurgien de l'Institut national d'oncologie de Rabat. Professeur Ahmed Amer, professeur d'urologie de l'hôpital militaire. Professeur Basma El Khanoussi, professeur d'anatomopathologie de l'Institut national d'oncologie de Rabat. Et enfin, professeur Saber Boutaye, oncologue de l'Institut de recherche sur les cancers à Rabat. Ça, c'est la liste de du premier panel. Sera suivi d'un deuxième panel dont les intervenants sont professeur Laïlas Babou, professeur de bioinformatique de la faculté des sciences de l'Université Mohamed V de Rabat, suivi de professeur Bakri Youssef, professeur d'immunologie également à la faculté des sciences de l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Mohamed El Zibri, donc professeur de biologie au Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires à Rabat, professeur Choukri Ben Mamoun, donc qui nous vient des États-Unis, de l'université de Yale, donc professeur of medicine of Yale University, et professeur Laraki Abdullah, qui est responsable de la plateforme génomique de l'hôpital militaire, et enfin le professeur Badou Abdullah, qui est professeur d'immunologie également
directeur scientifique du Centre Mohamed de la recherche et de l'innovation. Il est professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca de l'université Hassan. Et donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, avec votre accord, nous allons laisser la place au premier panéliste pour discuter en fait donc, de ces questions que je viens de soulever vers une initiative de la médecine personnalisée au Maroc. Professeur Ibrahimi, donc j'ai l'honneur de vous laisser la parole donc, pour ce premier panel. Merci beaucoup Diawara pour cette belle présentation. Donc, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الحضور الكريم أنا سعيد جدا لأسباب متعددة أولا هو أنه الحضور الكثير الحقيقة يجي الصدر اللي فيه كثير من الشيوخ ولكن كثير من الشباب ولكن كنشوف كثير من الشباب هذا جميل جدا وكنعتذر الناس اللي جالسين بروج ماشي اللي عطا الله هذا الوقت هذا ولكن أنا سعيد جدا بأن هاد الناس هادو جالسين معنا اللي واحد مناقشة واحد الموضوع مهم جدا هذا الموضوع هذا لسنوات متعددة كنتحدثوا فيه وكذلك لسبب آخر هو أن الكوفيد بين بأنه ضرورة هذه المبادرة هذه وهذه المبادرة هذه حتى لا أخفي عنكم شيئا أنه تناقشنا فيها غير الأسبوع اللي فات وأنا أشكر الجميع لأنهم استجابوا للدعوة والحضور معنا لمناقشة ما يسمى مبادرة الطب الدقيق لا الطب مشخصا والطب شخصا كثير من الأسماء في الاتجاه هذا. أنا رأيي بصراحة أنه هذا الطب هذا يجب أن يكون له المغرب ويجب أن يكون في المغرب لسبب بسيط لا يمكن أن نتصور بأن المرضى المغاربة لا يستفيدون من علاجات من هذا القبيل وكذلك الأظهر والأمر هو أنهم يعالجون بعلاجات ليست مناسبة وليس بضرورة ولا تشخيصها فيها ضياع الوقت فيها المال فيها عذاب المريض وهذا شيء لا يتقبله أحد ولا يتقبله أحد. إذا من هنا كانت هذه المبادرة et je ne veux pas continuer Mara parce que je risquerais de me trouver avec des termes que je ne maîtrise pas. Donc comme on a plus ou moins réfléchi à ce panel, c'est en fin de compte de le faire de deux panels, un premier panel qui est vraiment physique et de l'autre côté revenir à ces outils qui sont là et qui permettent en fin de compte d'aller vers cette médecine personnalisée. Je pense que je dois remercier infiniment tous les gens qui ont dit d'accord. Je pense que c'est Amélie Biasson vient de sortir du lot. J'espère que le patient est bon. Donc là, bon. Et de l'autre côté, les amis qui viennent de place, c'est Damine, qui est vraiment quelqu'un que j'ai côtoyé devant le Covid et beaucoup de qualités humaines. Et la plupart des gens qui sont là, en fin de compte, c'est des gens passionnés. Et ça, c'est très très important de le dire. Et c'est des gens qui sont vraiment, ça leur tient à cœur. Et donc là, c'est très très important. Et je les remercie infiniment et je vous demande de les applaudir. Voilà, donc il y a notre invité qui nous vient de très très loin, de Yale University, donc, mais lui il est de la maison, il vient souvent ici. Donc, si Choukri c'est quelqu'un de formidable, il fait beaucoup de choses aux États-Unis, mais il trouve le temps de venir au Maroc pour aider pour plusieurs gens, il fait des incubateurs, il a des startups, il fait des science et des... Je ne sais pas comment il fait, c'est pas grave, bon, il doit tricher quelque part, mais c'est pas grave. On ne va pas lui demander, mais ce n'est pas grave, l'essentiel c'est un plaisir de le retrouver avec nous. Et donc comment on va le faire? On va essayer de donner en fin de compte, comment monter l'histoire, c'est en fait de compte dans l'épidémiologie. C'est très très important de savoir comment ça se passe. Et nous avons un très grand plaisir d'avoir avec nous aussi Damine Bartho, qui est le directeur, que c'est le Zerda. Ça va venir chaque fois que je le vois, il peut dire Zerda, mais ça se fait donc... Mais je fais Zerda ilmiya, voilà, c'est déjà pas mal, donc il faut prendre ça. Et donc c'est quelqu'un qui connaît bien l'épidémiologie au Maroc, qui connaît beaucoup le statut au Maroc, et je voulais qu'il soit avec nous, j'ai insisté malgré ses engagements qu'il soit avec nous, parce qu'il donnera le fil conducteur de l'importance de toutes ces pratiques qu'on doit avoir au Maroc. Donc sans plus tarder, avec un grand plaisir, je donne la parole à Sébastien. Merci beaucoup, Merci beaucoup, cher ami.
Permettez-moi tout d'abord de remercier mon ami le professeur Steve Ibrahimi d'avoir lancé cette initiative que je trouve très très importante dans le contexte marocain, qui dynamise et fait connaître le Maroc en matière de santé, avec la refonte de notre système de santé, la généralisation de la couverture sociale. Il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts et je trouve très intéressant de se focaliser sur des aspects pointus, toujours dans l'objectif de l'amélioration de l'offre de soins, bien évidemment, pour nos patients, bien évidemment, mais aussi l'autre relève donc, pour notre système de santé, pour avoir une efficience. Vous entendez? Donc, je disais, je remercie le professeur Ibrahim pour cette initiative sur une thématique qui est pointue, d'actualité, pour laquelle j'estime qu'on a pris du retard, mais je pense que cette initiative permettrait de lancer ce grand chantier qui va apporter un grand plus, que ce soit pour le patient directement ou pour notre système de santé, parce qu'on est dans une réflexion d'efficience. On cherche à offrir le meilleur traitement, la meilleure prise en charge, mais aussi en tenant en compte la composante dans le coût, que ce soit le coût financier ou des autres. Donc, je ne vais pas rentrer dans les définitions, etc. Je pense que vous connaissez ce que c'est que la médecine personnalisée ou de précision. Mais ce qui est important, moi, je pense, je vais parler avec ma casquette d'épidémiologiste clinique et aussi de directeur d'un institut de recherche. Moi, je pense qu'il est très important, si on veut se lancer dans ce chantier, de créer l'information nécessaire pour élaborer un plan d'action, estimer les besoins sur le terrain, donc avoir des décisions, de la méthodologie qui est basée sur les données de terrain. Si vous regardez, si vous faites une recherche bibliographique sur la médecine de précision au Maroc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de données qui donnent quelles sont les pratiques, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il est fait systématiquement, est-ce qu'il est fait par des établissements spécifiques, etc. Il n'y a pas d'informations qu'on peut utiliser. Donc, ce qui rend, moi je pense, pertinent et original de créer cette information pour préparer le terrain en matière, par exemple, de la formation, des connaissances des gens, de leur attitude, de leur comportement. Lorsque je parle des gens ici, je parle des acteurs de terrain. Donc, quelles sont leurs pratiques en matière de médecine de précision, quelles sont leurs connaissances, etc. Est-ce qu'ils sont prêts à s'engager dans une telle approche? Quels sont les freins pour mettre en place cette approche? Ça, c'est sur le plan des acteurs de terrain. Mais aussi, il faut réfléchir en matière de santé publique sur la composante système de santé, sur la composante offre de soins. Est-ce qu'on a les outils et les moyens pour pouvoir offrir cette approche-là? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour accompagner cette approche? Je dirais que la recherche peut aider avant de se lancer dans le chantier pour créer l'information nécessaire pour une meilleure élaboration d'un plan d'action. Okay? Aussi des études de coût-efficacité, coût-impact, parce qu'on sait que c'est un coût de plus. C'est sûr qu'il va apporter un plus pour le patient et pour le système de santé, mais il est très important, moi je pense, de documenter cela et de modéliser sur le plan économique pour pouvoir donner avec des chiffres qu'est-ce qu'on va gagner. On va investir en matière de formation, de qualification de nos centres, de changement des pratiques, etc., d'équipement, mais qu'est-ce qu'on va gagner lorsqu'on a ces chiffres-là à travers des études médico-économiques, coût-efficacité, cost-effectiveness, etc., ça permettrait d'avoir cette visibilité-là. Mais aussi la recherche, il peut aider dans l'accompagnement de la mise en place de cette approche. Okay? L'acceptabilité, les attitudes, les pratiques, est-ce qu'ils ont changé ou pas, est-ce qu'il y a des freins, et bien évidemment, la recherche aussi, à la fin, avec un délai, on pourra évaluer la concrétisation, les réalisations en fonction des investissements. Je ne vais pas m'accaparer la parole, mais ce que je veux dire, moi, le point essentiel pour moi, c'est de se lancer. On est tous d'accord sur la pertinence, l'originalité de ce chantier, mais il faut bien le préparer en créant l'information nécessaire pour une meilleure action ou une meilleure efficience. Donc voilà, merci. Merci, c'est Amine, mais on va revenir à toi, parce qu'on ouvrira même le débat pour la salle pour quelques questions
et ce sera très intéressant de voir la réaction du public. Donc on va rester dans la continuité, c'est Sabel est juste à côté, et donc je suis sûr que l'oncologue il a une vision très très précise sur la médecine de précision et sur la médecine personnalisée, et je te donne la parole, cher ami. Salam alaikum, bonjour à tous. Merci beaucoup, professeur Ibrahim, pour l'invitation. Alors, la médecine de précision, en fait, c'est vrai qu'elle a une définition qui, pour l'instant, quand on rentre sur Google, on trouve que la définition elle est très technologique. Or, pas forcément. La médecine de précision, ce n'est pas forcément une médecine technologique. C'est juste une médecine qui tient compte de la particularité de chacun d'entre eux. Je vais vous donner un exemple très précis. Au début, il n'y avait pas de dépistage, c'est-à-dire on attendait que les cancers arrivaient pour les traiter. Puis à un moment, on a dit, à travers des études justement épidémiologiques, parce qu'il faut prouver que ces dépistages sont intéressants, qu'on va sauver des vies, on a dit, le dépistage, la femme pour le cancer du sein, ça va être à partir de 50 ans, le cancer du côlon, ça va être à partir de 50 ans aussi, etc. etc. Et après, on s'est rendu compte que si on prend par exemple une salle comme ça, il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui ont un terrain particulier, soit un terrain génétique, soit c'est un terrain génétique documenté, soit c'est juste une agrégation familiale, soit qu'ils ont des fragilités, ils ont des facteurs de risque qui expliquent qu'ils pourront faire un cancer. Et c'est quoi la médecine personnalisée ou la médecine de précision? Déjà, ça commence à l'étape préventive, c'est la médecine des 4 P. C'est ne pas attendre que le cancer survienne pour aller se dire, voilà, cette personne-là, je vais la traiter. Très bien. Donc concrètement, on a besoin de quoi pour cette médecine de précision? On a besoin de la data, on a besoin de connaître la population marocaine. D'accord? Parce que l'âge du dépistage, ça ne va pas être la même chose, c'est pas one size fit all de par le monde. Peut-être que dans un pays, il y a un cancer qui est plus fréquent que dans d'autres pays. Bien. Donc on a besoin de la data. La data aujourd'hui, c'est plus le papier et le stylo, c'est le système d'information. Bien. Ce système d'information, il ne faut pas que chacun d'entre nous tienne sa data. Moi, je travaille par exemple à l'Institut national d'oncologie. Ok, c'est un grand centre. Mais s'il ne mutualise pas la data avec tous les autres centres à l'échelle nationale, ça ne va pas être intéressant. Donc je remercie encore une fois le professeur Ibrahimi pour l'initiative. On a besoin de penser pays et pas petite institution ou des choses comme ça. Je vais aller au traitement. Au traitement aujourd'hui, il y a une avancée technologique monstre. Et on n'est plus à de proof of the concept. On n'est pas dans quelque chose qu'on pense croire et on veut le démontrer. Non, la médecine hyper technologique des années 2000, les thérapies ciblées, immunothérapies, pourquoi elles ont été possibles? Ont été possibles parce que les personnels de santé n'étaient plus les seuls intervenants. On avait des biologistes, des biochimistes. Donc la source est montée parce que la recherche s'est décloisonnée et aujourd'hui on est capable, grâce à des immunologues, de savoir comment interagit la cellule cancéreuse avec le lymphocyte, etc., etc. Et donc aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte de quoi? Pour vraiment être simpliste, mais en même temps c'est une information qui est précise. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un cancer du poumon qui ressemblent sur le plan biologique à un cancer du sein et qui vont être traités de la même façon. Deux cancers du poumon vont peut-être être deux pathologies complètement différentes. C'est ce qu'on appelle une logique d'éclatement génomique. Donc demain, ce n'est plus uniquement sur des critères, et c'est aujourd'hui, mais là ça a commencé pour une partie des cancers. Si on prend par exemple le cancer du poumon, aujourd'hui ce qu'on appelle les drivers, c'est-à-dire les mutations qu'on va citer, c'est à peu près 40%. On ne va pas s'arrêter à 40%, la médecine de précision monte à 100%, donc demain, grâce au séquençage, etc., on pourra proposer des thérapies qui sont donc tailored, ça veut dire qu'on traitera chaque fonction de sa maladie. Je vais conclure sur une chose pour ne pas monopoliser la parole. Tout ça needs money. Il faut un financeur. Le financeur, ce n'est pas un salaud, c'est pas quelqu'un qui n'a pas envie de payer. D'abord, il faut le convaincre, d'où l'importance de l'initiative. Il faut expliquer, le financeur, c'est un financier. Ce sont des financiers. Et bien, si on a un jargon trop technique, on n'est pas d'accord entre nous, qu'on ne met pas le biologiste, le bouchimiste, le médecin, le pharmacien, l'administrateur de la santé ensemble, il faut d'abord qu'on ait un discours cohérent. On montre que c'est cost-effectif. Si l'État demain investit dans le dépistage, c'est moins de molécules de traitement qui va payer après. Donc je pense que c'est vraiment fondamental
que les professionnels de la recherche, de la santé, de la pharmacoéconomie se mettent ensemble pour proposer, parce que c'est une force de consultation, proposer un modèle qui soit viable pour nos autorités, tenant compte du niveau de développement du pays, tenant compte des perspectives économiques du pays aussi, et le faire financer, sachant qu'il y a des possibilités de financer, notamment le principe des pollueurs-payeurs. Je fume, eh ben, c'est le tabac qui va financer le cancer du poumon, si jamais je fais un cancer du poumon, l'alcool, le sucre, etc. Donc il y a des solutions. Quand on dit financer, ça ne veut pas dire forcément un pays comme le Maroc va rester les bras croisés. On peut aller très très loin dans l'innovation. Merci. C'est simplement, on va aller rapidement parce que tu as parlé de dépistage juste à côté. Il y a un besoin. Et donc, c'est des questions qui reviennent et j'ai déjà deux mots qui ressortent chaque fois, data, lobbyisme et information. Mais on va revenir sur ça par la suite. À toi la parole, Chérati. Bonjour tout le monde. Merci, professeur Ibrahim, de m'avoir invité à participer à cette initiative. En fait, moi, je vais parler d'un médecine de précision. On en a pas un peu, c'est des choses, nous, on a été impliqués depuis longtemps. Parce que les cancers sur le plan diagnostic ont évolué. Et cette évolution, finalement, a été faite par la compréhension, comme a dit le professeur Poutillier. On a pu comprendre un peu la cellule cancéreuse et on était impliqués dans cette médecine de précision depuis très longtemps pour faire le bon diagnostic déjà. Donc, à mon sens, la médecine de précision commence par le bon diagnostic d'un cancer. Et bien sûr, après viendra les traitements. Donc, on est aussi impliqué dans cette démarche-là, de savoir quel est le bon malade qui va bénéficier de ce bon traitement. Et je rejoins le professeur Poutillier pour la pharmacoéconomie, parce que si on fait un bon diagnostic, on fait un bon test pour le bon traitement, et donc on va éviter des médicaments ou bien des traitements qui ne vont pas être utiles pour ce patient. Donc ça, c'est du point de vue anatomopathologique. Et pour moi aussi, en tant qu'anapathe, c'est un nouveau métier. C'est-à-dire, nous aussi, on a commencé à apprendre à bien connaître ces tumeurs-là et bien sûr à donner tous les éléments aux thérapeutes pour bien traiter leurs patients. C'est vrai que cette initiative me ramène à des limites sur le plan anatomopathologique de cette médecine de précision, qui sont, de un, on a un frein pour l'accès à ces signes qui permettent de faire cette médecine de précision, et de deux, il y a des coûts à cette médecine de précision. Donc, sur le plan anatomopathologique, on a réellement des freins à ces coûts qu'il faut débattre et bien sûr qu'il faut chercher à améliorer sur ce volet-là. Donc, vraiment, je pense que, comme a dit le professeur Poutillier, la data commence, à mon sens, au niveau d'un laboratoire d'anapathe, parce que le cancer va commencer et va finir dans un laboratoire d'anapathe, on est amené à faire beaucoup de prélèvements de ces patients-là. Et s'ajoute à ça tous les tests moléculaires qu'on peut faire dans un laboratoire d'anapathe. Et cette data est très importante parce qu'elle va nous permettre de connaître notre population. Parce que nous, on est actuellement, on fait ces tests moléculaires et tout, mais on n'a pas de data marocaine. On ne connaît pas réellement est-ce que cette anomalie correspond à la population marocaine ou bien c'est une population qu'on a trouvée dans la littérature. C'est très important. Et cette data aussi a un coût parce qu'elle va nous permettre de faire tous les essais cliniques, une phase de recherche, et ça nous permettra en fait d'avancer. Donc voilà, donc, je trouve que cette initiative va donner beaucoup de réflexion pour un peu positionner chacun de nous, chaque acteur dans cette donnée de précision, que ce soit cancérologique, quand je parle de mon expérience également cancérologique. Et aussi, il faut connaître nos limites, mais vraiment,
dire, c'est des limites qu'on peut discuter et qu'on peut dépasser. Et heureusement qu'on a beaucoup de compétences au Maroc, et c'est des choses qu'on peut nous faire. C'est juste une organisation, il faut avoir un esprit d'équipe, un esprit de partage et on peut avancer. Et je pense qu'on ne peut pas avancer à seul, on doit avancer. Voilà. Merci beaucoup, Desma, pour sa remarque. Et je pense que ça va revenir souvent le coût. Le coût, et je pense que peut-être une chose très très importante pour le lobbyisme, il faut que ce soit des études très claires pour dire qu'il y a de l'efficience et peut-être c'est pas si coûteux que ça, et c'est très important. Donc, quand quelqu'un fait le diagnostic, généralement c'est un protocole qui s'impose. Donc il y a peut-être un chirurgien qui va intervenir. Et donc généralement on a Amine, et Amine c'est un ami de longue date, et je connais aussi son père qui est un excellent chirurgien. Et donc c'est un vrai plaisir de le retrouver aujourd'hui, et sans plus tarder, je lui donne la parole. Merci beaucoup, professeur Ebrahimi, pour cette invitation. Alors, je suis vraiment très honoré là, d'assister à ces journées portes ouvertes, et surtout autour d'une table ronde qui est très intéressante, avec d'immenses orateurs et des grands amis. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous le remarquez, on va dire que tout a été dit. Hein. On a fait rapidement le tour de la question et des besoins. Mais que vous voyez finalement, pour parler de traitement, pour parler de dépistage, de traitement de maladies, il faut être nombreux autour d'une table. Et on n'est pas tous de la même spécialité. Et ça, aujourd'hui, ce qui définit la prise en charge en général en oncologie, puisque là, il y a un petit biais, on va dire que la plupart des orateurs vont parler en oncologie, mais c'est vrai que la médecine de précision s'installe dans tous les domaines. Et pourquoi en oncologie? Parce que, tout simplement, c'est là où on est devant une pathologie qui est relativement assez dangereuse. Un cancer, ça tue, un cancer, ça récidive, un cancer, ça fait des orphelins. Et donc, du coup, c'est une des disciplines qui très souvent nous aide à se rassembler et à réfléchir rapidement. Mais réfléchir à plusieurs, à une stratégie. Parce qu'aujourd'hui, ça a été très bien dit, que ça démarre à partir du dépistage au diagnostic, parce qu'il y a une différence entre le dépistage et le diagnostic. Le dépistage, c'est quand on ne sait pas qu'on est malade, mais qu'on cherche est-ce qu'on est malade ou non. Le diagnostic, on cherche à étayer cette maladie que nous avons jusqu'au traitement, bien sûr en passant par le diagnostic final qui est assuré par l'ISMA, par le professeur aussi, en tant qu'anapathe. Alors aujourd'hui, quand on parle de médecine de précision, c'est quelque chose, moi j'ai toujours été un petit peu perplexe parce que j'imagine que c'est quelque chose qui a existé depuis très longtemps. 2002, c'est la définition en elle-même, mais même très longtemps, parce que finalement, c'est quoi la médecine de précision? C'est, je dirais, les 3 B. C'est donner au bon malade le bon traitement au bon moment. Donc, finalement, c'est ce qu'on a toujours essayé de faire depuis que la médecine est née, existé. C'est vrai que maintenant, on lui donne cette ampleur de médecine de précision parce qu'on fait rentrer d'autres éléments comme les théranostiques, comme pas mal de choses, des termes qui font parfois un petit peu peur et qui en fait nous disent que l'évolution un petit peu de notre savoir et qui nous montrent aussi un petit peu notre incompétence, des choses qu'on ne connaît pas encore. Donc ça c'est quelque chose d'assez important à dire. Alors aujourd'hui, là, c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi un chirurgien va parler de médecine de précision? Très simplement parce que, comme l'ont très bien dit tous les orateurs, on a tous besoin des autres pour pouvoir étayer, diagnostiquer et même traiter, pour pouvoir aussi donner le bon traitement au bon patient au bon moment. Et donc, ça passe par la multidisciplinarité. C'est peut-être un peu le terme qui n'a pas été dit pour le moment, mais le reste, je suis tout à fait d'accord, on a besoin de data, on a besoin de savoir ce qu'on fait, on a besoin d'auditer ce qu'on fait, et on a surtout besoin d'entamer cette réflexion qui est assez profonde de gestion plutôt de la médecine avec un management par la recherche.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de savoir qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on va, et s'auditer, et en même temps, rechanger nos standards pour pouvoir donner aux patients au bon moment le bon traitement. Donc, concernant le coût, effectivement, c'est quelque chose malheureusement qui sera toujours récurrente partout, pas uniquement en médecine. Même si on veut acheter une villa, c'est la même chose. Mais l'idée, c'est que, en fait, la santé on va dire qu'elle a un prix, mais elle n'a pas vraiment de valeur, malheureusement, elle n'a pas de coût, elle a un prix. Il faudra penser à payer, il faudra toujours trouver comment faire pour avoir ce budget. Mais moi, je ne pense pas qu'il faut le mettre en premier. On va y arriver. Il y a toujours des solutions, et Isabelle, tu as commencé à donner des solutions. Donc, pour moi, médecine de précision, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, aujourd'hui à laquelle on donne plus d'importance parce qu'on essaie de la rendre et d'affiner la définition. On est tous, en tant que médecins, éthiquement tous amenés et obligés de faire une médecine de précision avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire, même nous, en tant que chirurgiens, on va préciser, on va peut-être essayer de faire une chirurgie sous célioscopie, en étant un peu plus précis, en enlevant le minimum de maladies ou au contraire le maximum de maladies en fonction de ce qu'on nous demande. Mais en tout cas, c'est précis. Et bien sûr, c'est le bon patient, mais aussi au bon moment, quand il faut passer par la chimio avant, par exemple. Donc là, encore une fois, vraiment, c'est du moment où c'est une table ronde de débat. Donc c'est juste pour un peu sortir des sentiers battus. Merci encore. Merci Annie, et tout à fait, parce que là on a ramené tout le monde de l'oncologie, on va penser que la médecine personnalisée c'est juste l'oncologie. C'est pas vrai du tout pour les chirurgiens. Moi je pense toujours que les gens qui vont perdre une structure au niveau du visage, il y a deux façons de le faire. Soit on ramène une pièce standard et là on va essayer de l'appliquer là-bas, soit de faire un 3D très clair et fabriquer une pièce, et puis une pièce personnalisée. Et tu le fais, tu ne l'as pas dit, en fin de compte, c'est le 3D pour les chirurgiens, au lieu que ce soit un foie de tout le monde, on peut dimensionner le foie de la personne. Et le chirurgien, quand il ne fera pas d'investigation, quand il va ouvrir, mais plutôt il est sûr d'attraper la bonne chose aussi. Je vais juste reconnaître, ça c'est un autre débat qu'on pourra le mener. Pour le cancer, c'est vrai que le cancer tue, mais la question qui se pose, si on transforme ce cancer avec la médecine de précision en une maladie chronique, c'est déjà gagné. C'est déjà gagné pour que ça ne tue pas en fin de compte, et je pense que c'est un débat qu'on va faire. Dans ce panel, on a rajouté Choukri parce que lui, il est aux États-Unis, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font aux États-Unis. Peut-être qu'il aura un autre regard sur ce qu'on fait là-bas, peut-être comment s'attaquer. Je pense qu'aux États-Unis, je rappelle, et c'est pas trop tard, parce qu'en fin de compte, la médecine, l'initiative Obama, c'est en 2015, en fin de compte, avec une cohorte d'1 million de personnes. Et je pense même en France, l'initiative n'a pris forme qu'avec Sarkozy. Sarkozy, je ne sais pas pourquoi je la ramène. est toujours dans ma tête. Et donc c'était en 2018, et je pense ça c'est très très important à le rappeler. Donc on n'est pas très très loin, et peut-être il est toujours temps de se rattraper et faire ce qu'on dit en anglais, shortcut. C'est pour ça que tu es là, cher ami. Well, thanks, Haskin. Hi, everyone. So I'm the one who's going to talk in English this time. I just want to highlight that, as my colleague said earlier, it's not just about cancer, it also applies to infectious disease, to other diseases. But the issue became very clear recently because of hypertension, where we realized that white Americans were actually suitable for one type of treatment, whereas Black Americans actually needed a different treatment. Yet when they visited their doctors, they were receiving the same type of medication, whether it's an ACE inhibitors or beta blocker. When in fact, after studies, we discovered that if you shift one patient to another category, they do better with the other treatment. And that's when we start to realize that you really need some form of personalized medicine. And now I have to say, personalized medicine is something that almost every university today is trying to do. In fact, we have a Dean workshop where we have invited speakers every week to talk about it, because my institution, Yale, is going to be creating a very large center focused entirely on personalized medicine. And in the United States, the structure is a bit different, because each state is the equivalent of a country. But
at the national level, there is the National Institute of Health, there is the really entities that will dictate and provide the funds to do this type of, to implement this kind of initiatives. But at the state levels, the governors are going also, and the senators for those states will also try to put this together. But then you come to the universities, and even in a small state like Connecticut, where Yale University is, there are multiple universities, and each one of them will have to position itself at the forefront to make sure that the technologies are available to do it. Now, where is the challenge? And as Professor Al-Din mentioned earlier, it's really financial at some point. Because today we can talk about precision medicine with genomics. We can all sequence the genomes of people, and that's really the easiest one, because the cost of sequencing genomes is very cheap today, and we do it on a daily basis, correct? But now we are seeing that the list of omics that people are proposing for precision medicine is increasing dramatically. In fact, I was just preparing for this, from this panel, but from the technology side, and I actually just noted that I have close to 13 different omics strategies that people are proposing. That's a lot to talk about. And I'm not talking about technology. So suffice it to say that something was mentioned today that's very important, and that is data collection. We certainly need to have data collection done for Morocco that represents the Moroccan citizen and the diversity of the Moroccan population. That has to be available. We need those data to be centralized, so it's not just collected by a group in Rabat and it's not available to the group in Fez. So it has to be a centralized structure, and it has to be safe. We are going to reach a point where those data might contain information that's very important for individuals. It doesn't include just the specific illness that we want to treat, but it might include other aspects that we don't want to reveal about people, because it could affect their chances of getting a job, could affect their chances of getting health insurance, because people might discover, or insurance companies might discover, this person actually might have a disease that will be detrimental to their health by the age of 30 or 40, and therefore we would not want to cover that person. So we have to collect the data. We need to make sure that those data are centralized, but we also need to make sure that the authorities that are collecting those data are already qualified to store those data, and that people can be confident that when they dig the information, it's going to be protected. That's the major point I want to mention that was not highlighted earlier. Thanks. I think coming back to what you were saying, revenons à tout ce que tu disais en fin de compte pour que c'est pas juste oncologie. L'exemple que tout le monde connaît aux États-Unis, c'est la warfarin. Parce que la warfarin, c'est en fin de compte, on a trouvé qu'en fin de compte, entre un African American et une population caucasienne, il y a en fait une différence de 6 fois. Et donc là, c'est pas que tout simplement. Et quand chaque fois que je pense à ça, je pense que le syndrome compte dans chaque fois, et on est en train de jouer entre la thrombose et l'hémorragie. C'est quelque chose à réfléchir aussi. Donc, aussi, tu as sorti ça, enfin, de l'omique, mais je pense qu'on en parlera dans le deuxième panel. C'est vraiment définir ce que c'est un biomarqueur, parce que là, c'est très, très important. Plein de gens parlent de biomarqueurs, mais vraiment, là, c'est quelque chose de très important. Et pour l'implémentation, bien sûr, c'est comment le faire safe environment, c'est-à-dire protéger les data. Voilà, donc ce qu'on a essayé de faire, nous, on l'a fait vraiment rapidement pour donner un petit peu à la salle, pour prendre quelques minutes, mais prendre à quelques questions. Mais que vous avez remarqué que ce soit très très clair, même les orateurs, ils étaient vraiment là. Je ne veux pas que quelqu'un prenne la discussion de 5 minutes, 10 minutes. On va prendre juste une question très directe de l'audience, des questions très directes. On essaiera de répondre. C'est pas une question, mais juste une petite réflexion. La médecine personnalisée, je pense qu'il existait depuis très 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 longtemps. Pourquoi? Parce qu'on traitait l'hypertension artérielle. Parfois, on traitait par les antidépresseurs. Bon, le cholestérol par la simvastatine, le diabète par la dépendance. Donc, la médecine existait depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui a permis de faire renaître, je ne sais pas si c'est dit votre avis, donc renaître cette médecine, c'est les avancées technologiques. C'est les avancées technologiques, c'est la révolution technologique, c'est l'apparition de la génération. Le séquence de génération tout à la génération, le séquençage de génération 3. Donc, c'est les avancées technologiques qui ont permis de
renaître cette médecine. Moi, je fais toujours traitement à la carte, pas médecine personnalisée, mais c'est un traitement à la carte. Deuxième chose, on parle de laboratoire d'anapathe. Actuellement, on ne parle plus de laboratoire d'anapathe à l'étranger. Depuis 2010, je pense qu'on dit laboratoire d'anapathe. Donc, c'est en France, parce que bien, en NIH. Donc, on ne parle plus d'anapathe, on parle de biopathe. C'est des unités de biologie moléculaire annexées à l'anapathe. C'est des biopathes, c'est des unités de biologie moléculaire, bien équipées, bien sûr, par toutes les plateformes que vous connaissiez. Donc, moi, personnellement, je ne vois pas un labo d'anapathe ici au Maroc qu'on appelle biopathe. Donc, l'idée, c'est ça. En ce qui concerne, pourquoi j'ai dit ça? Parce que de l'après-midi, on travaille plus sur la publicité cellulaire. Vous savez très bien que, cette protéine, cette noire, vous savez très bien que de l'après-midi, on va travailler sur des radiations circulantes qui ont fait de très bons résultats pour cancer du poumon, actuellement dans les essais pour cancer du sein. Demain, c'est le cancer colorectal. Donc, il faut prévoir d'annexer des unités de biomol à un laboratoire d'anapathe comme ça, au complet, dans une structure hospitalière. Je pense que tu pourras répondre à sa question. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur. Justement, heureusement, on a de la chance à l'Institut national d'oncologie. Je pense d'avoir le premier laboratoire de biopathologie à l'échelle nationale, avec une plateforme équipée de tout ce qu'il faut pour faire cette médecine de précision, aussi bien sur le tissu que sur les liquides, bien sûr, avec des collaborateurs, particulièrement tous les scientifiques que tu connais, et nous-mêmes, les anatomopathologistes. Mais je suis d'accord avec vous, on s'est transformé d'anatomopathologistes à biopathologiste. Je suis avec vous. J'ai collaboré avec vous. Je parle en général, parce que ce n'est pas auditoire, il y a des gens qui viennent du Nord. En fin de compte, ce que dit Céline, c'est vrai, c'est en fin de compte cette vision d'aller vers des anapathes, de l'anapathe à des bioanapathes. Voilà, et je pense là aussi, ce qu'il a dit, très très bien dit, c'est en fait free cell DNA, c'est quelque chose de très très important, qu'il faudra revenir à ça. Mais on aura l'occasion de revenir aux technologies, ça, j'invite mais pas. Vas-y. C'est vrai, l'ADN tumorale circulant est en train d'apparaître. Si on veut être factuel, c'est-à-dire dans les référentiels pour le moment, la biopsie liquide est réservée dans des échecs de biopsie classique, monitoring de la résistance, mais ça va arriver en adjuvant, post-chirurgie, pour voir est-ce qu'il y a de la maladie résiduelle ou pas. On est parfaitement clair. Et je reviens à cette animation. Personnellement, je ne vois pas, par exemple, un module, une journée de formation continue concernant l'oncogénétique. Donc, il faut, sur l'environnement, il faut que, par exemple, la formation du centre médical de la recherche de l'innovation, de temps en temps, qu'il organise une formation continue pour les jeunes, pour nos enseignants aussi, pourquoi pas, une formation dans le cadre de... Mais je vais aller plus loin en fin de compte, même la formation initiale pour les médecins et tout ça, je me demande la question, est-ce qu'il n'est pas temps de parler de tout ça? Parce que pour une raison très très simple, je ne pense pas qu'il y a une évolution de la médecine, on est en train de vivre une révolution. Et donc si on continue à former les médecins d'aujourd'hui pour 2030, ces médecins, je ne sais pas s'ils seront vraiment des médecins avec les modules qu'on a. Et c'est pour cela qu'il faudra faire vraiment une petite révolution au niveau du training et de la formation pour réussir ça. Donc j'ai marqué formation, que ce soit de la formation initiale pour les médecins qui vont venir, et ça c'est très important, et de la formation continue aussi pour les gens qui sont déjà dans le domaine. Voilà. Des questions? Il y a derrière une question, et puis après on revient à professeur Hafid. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de vous avoir intéressé à ce sujet. Alors, juste maintenant, j'ai cru entendre, ou je pense que j'ai entendu une personne des panélistes qui a mentionné cette résistance. Et d'après plusieurs études, ils ont souligné ce problème d'hétérogénéité génétique au sein d'une même tumeur. Et je voulais savoir à quel niveau, ou plutôt à quel point cette médecine personnalisée pouvait remédier à ce problème-là. Parce qu'au sein d'une même tumeur, on peut avoir plusieurs types cellulaires et qui contiennent plusieurs mutations différentes.
Je suis C'est très clair, c'est très clair. C'est très clair, effectivement. Alors, la maladie cancéreuse est une maladie qui est monoclonale au début, et puis elle devient polyclonale, parce que les cellules vont se multiplier, elles vont suivre un chemin différent. Alors, des fois, elles gardent, on va dire, un socle commun qui permet de les traiter de la même façon, mais vous avez parfaitement raison. Dans des cas de plus en plus fréquents, on commence avec le développement de la biologie moléculaire à trouver que dans une même situation, on peut avoir deux clones. Et en fait, les praticiens le voient très bien, avec les collègues chirurgiens, on le voit, ce qu'on appelle des réponses discordantes ou équivoques. Une partie de la tumeur qui répond, un autre clone métastatique, alors le foie qui répond, le poumon qui pousse et tout. Et là, c'est l'importance en fait du monitoring. C'est-à-dire qu'on ne fera plus un seul prélèvement à l'impact, mais ça va être quoi comme séquence? Ça va être je traite, je check. Je check plus uniquement par la radiologie. Oui, la radiologie va garder son importance, mais je vais checker par l'ADN tumoral circulant, etc. etc. Donc oui, vous avez parfaitement raison. Pour l'instant, on court derrière ce concept. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu de retard par rapport à ça, mais c'est un concept qui est en take-off. Ça veut dire dans quelques années, dans 2-3 ans, ça va être la médecine de demain. Enfin, ça va être la routine qui... Tu as tout dit, effectivement, là on est très souvent dans des situations où on voit par exemple qu'une tumeur ne répond pas à un traitement, alors qu'on la voit, ou au départ elle répond, puis elle arrive à un niveau de réponse et ça ne répond plus. Donc c'est là où on se pose la question, toujours dans la même tumeur, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre clone, est-ce qu'il n'y aura pas un autre type histologique qui doit être traité différemment? Donc ça c'est la première question, enfin, plutôt la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'une tumeur, quand elle donne des métastases, c'est-à-dire qu'elle récidive ou qu'elle part à part, elle pourrait éventuellement, pas toujours, mais elle peut effectivement parfois changer, d'où l'intérêt très souvent de repasser par la case de professeur Messi. Même les traitements, ça peut donner aussi oui, justement. Ça peut aussi expliquer ces changements-là, d'où l'intérêt de biopsie à chaque fois que le malade ne répond plus et quand on a une résistance à des médicaments. Mais je sais, donc Abdallah veut intervenir parce que l'oncogénétique, parce qu'en fin de compte, la question qu'il va poser, qu'on va débattre, est-ce que vous ne pouvez pas peut-être caractériser le patient avant, traiter, revenir le caractériser, peut-être, mais on n'est pas en présence du même personnage. Mais en fait, ça... Bon, il faut caractériser la tumeur. Il ne faut pas caractériser, par exemple, est-ce qu'il y a des anomalies quantiques et tout. Ça dépend des guidelines. Je ne sais pas, ça baisse qui en voit. Il y a des référentiels américains, des référentiels européens, ESMO médecine de précision. Mais en fait, comme vous le savez, la médecine, elle est factuelle. Où la chose a été démontrée par des essais, des études, ou elle n'a pas été. Alors, on a été dans certains cancers. Dans le cancer du poumon, c'est médecine de précision dès le départ. Cancer de la vésicule biliaire, dès le départ. Mais dans d'autres localisations, c'est un go-between. C'est-à-dire qu'il y a des publications très intéressantes et tout, mais tant qu'on n'a pas... Parce que ce qu'il faut démontrer, ce n'est pas le facteur pronostic du biomarqueur, c'est le facteur prédictif que je vais avoir quelque chose à donner. Et ça, on peut le dire en épidémiologie aussi, et qu'il y ait un impact santé publique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on traite une personne, mais on traite aussi une communauté. Une population. Vas-y. Le professeur il a soulevé un point très important. Il y a l'approche clinique individuelle, il y a l'approche santé publique. Là, on est en train de discuter quelque chose sur une échelle de santé publique, pas individuelle. Oui. C'est sûr, si vous faites une recherche sur le terrain maintenant, vous allez trouver les différentes situations. Il y a pour certaines personnes, pour certains médecins, vous allez trouver une médecine de précision en niveau. Mais nous, on veut amener nos pratiques, notre système de santé à adopter cette médecine de précision à grande échelle pour le bien-être de toute la population. Et là, lorsqu'on rentre dans une discussion d'une approche de santé publique, le coût est très important. Donc voilà ma question très directe. Est-ce que tu penses, et d'après les études, est-ce que c'est cost efficient? Ça veut dire si on va vers une médecine de précision, on va sauver de l'argent, garder de l'argent pour la cloche de CNSS et pour ces agences. Il faut répondre à ça très directement. Pour moi, je m'attends à ce qu'on est dans le sens de l'économie. Donc l'économie directe, ça veut dire le coût, mais aussi l'économie indirecte. Lorsque vous allez sauver des vies, il y aura de moins de décès. Lorsque vous allez améliorer la qualité de vie des gens, c'est un coût aussi. C'est un coût qui n'est pas tangible.
financièrement, mais je suis certain qu'il faut documenter et que ça sera dans le bon sens, parce qu'on va s'investir, surtout comme l'a soulevé tout à l'heure le professeur Dinamo, maintenant des analyses qui coûtaient trop cher avant, maintenant, les pratiques, par exemple, si on parle de ça a passé des chiffres astronomiques à quelque chose de, je sais pas, $100, quelque chose comme ça. Ça va aller vers 100. Ça va aller vers $100. Voilà, donc l'idée pour le séquençage, je pense, c'est d'arriver de faire en 2 heures avec $100. Voilà. Mais pour le moment, il y a une différence de prix selon le service, et là, vous le faites aussi. Aussi, de point de vue technologique, on finira par ça, par prendre Mme Hafidi. Il y a les scanners aussi pour les tumeurs, l'hétérogénéité des tumeurs, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. De regarder ce que ça aide un petit peu de caractériser les tumeurs. La digitalisation. Oui, en fait, la digital pathologie est très intéressante sur tous les plans. Et de diagnostic, parce que tu peux regarder tous les aspects de la tumeur. Et aussi, ce qui est important, c'est de corréler ces aspects-là au profil que tu vas trouver de ces tumeurs. Et donc, cette association va te permettre de faire de l'intelligence artificielle et dorénavant, c'est dans le sens inverse. En regardant la tumeur, on peut prédire l'anomalie moléculaire qui existe. Et il y a des études vraiment qui se font dans ce sens pour essayer de trouver cette corrélation. Déjà dès le diagnostic, on peut dire que c'est une tumeur mutérace, non mutérace, etc. Il y a vraiment de grandes avancées dans ce sens. Ça peut être bypasser l'étape immunohistochimique, voilà. etc. Par l'intelligence artificielle, passer directement, c'est-à-dire on a un prélèvement, on ne peut pas se passer du prélèvement tissulaire, et l'intelligence artificielle, aujourd'hui ça a été démontré, elle peut vous dire, ça a la tête d'un adénocarcinome du poumon, RAS-MUT, donc ce qui veut dire qu'au lieu de passer par le panel TTF1 classique, etc., on peut utiliser vraiment un panel très spécifique. Validation. Et donc ça revient à l'histoire de biomarqueur, qu'est-ce qu'on était la data, voilà, je l'ai marqué. Donc on prendra la dernière question de Mme Hafidi avant de conclure ce panel. Voilà. Merci. En fait, ce n'est pas une question, c'est juste un commentaire. Je te remercie d'avoir dit tout à l'heure. Ce n'est pas tout simplement l'oncologie qui est intéressée par médecine de précision. En pédiatrie, on a quelques aspects. En immunodéficience, par exemple, on a la pathologie septique chronique. Dans la prise en charge thérapeutique va différer en fonction de la pathologie moléculaire. Il y a ceux qui vont bien répondre aux anti-infectieux prophylactiques et ceux qui répondent à une greffe carrément des cellules souches hématopoïétiques, et ça permet de faire sortir l'enfant et le malade de toute immunodéficience, tout risque vital. Le deuxième aspect, je reviens à la maladie asthmatique. Certaines maladies asthmatiques chez l'enfant et aussi chez l'adulte, c'est maintenant, c'est pas ce qu'on nous a enseigné en formation initiale, je disais tout à l'heure, c'est phénotyper, endotyper le malade avant de lui proposer tel et tel produit. Il ne va pas répondre à l'article finale, il va répondre aux anti-L5, il va répondre aux anti-VE. Et donc, ça, c'est en pratique maintenant. Et il faut se dire, est-ce qu'on est au Maroc apte à assurer ça sur le plan financier et pour donner aux Marocains le droit de vivre ce luxe de médecine de précision qui ne doit pas être un luxe finalement, c'est un besoin. Je crois qu'il y a pas d'antigène, c'est un panel de biomarqueurs qui vont essayer d'approcher, je dirais, pas de préciser le profil qui va répondre à tel ou tel cas. On prendra une dernière question, on donnera la parole à Mme. Voilà, dernière question. Je remercie d'abord le professeur Ebrahimi d'avoir enfin provoqué cette table ronde, parce que c'est la thérapie à la carte, on en parle depuis longtemps, c'est une utopie, c'est même devenu une utopie, alors qu'en France on a déjà des cartes d'identité des tumeurs avec les puces, etc. Par contre, on a beaucoup parlé de coûts, et à juste titre, mais comme a dit le professeur Souatra, c'est à mon avis pas le problème principal, parce que la pharmacoéconomie va probablement montrer qu'il y aura on va économiser beaucoup d'argent en évitant les récidives, en évitant les traitements inutiles, etc. Et c'est pour cette raison que je trouve que cette table ronde, il manque un acteur, c'est l'industrie pharmaceutique. Voilà. Ah là, je vais répondre à ça. Je réponds, vas-y Annie, mais je réponds à ça. Je vais répondre à ça. Juste
pour rebondir, vous avez soulevé un point qui est très important, mais je ne suis pas d'accord sur le fait que c'est un luxe. Tout à l'heure, je n'ai pas terminé ma réponse qu'a posée le professeur Ibrahimi. Est-ce que ça serait, donc, dans le bon sens, ça serait co-efficacité en faveur de la mise en place de cette approche? Si on reprend cet exemple que vous avez soulevé, une personne qui se présente, qui consulte pour la première fois, on lui inscrit un traitement, il revient. Si vous faites le calcul du coût direct, et si vous faites le calcul du coût indirect, l'absentéisme des parents pour l'amener à la consultation, le confort, la qualité de vie, etc., c'est sûr que le fait d'instaurer un examen, peut-être qui coûte, je ne sais pas, 100, 200, 300 dollars au départ, même sur le plan coût direct, coût financier, ça serait bénéfique. Bien évidemment, il faut documenter tout cela. C'est pour ça que j'ai commencé par la création des données, que ce soit sur le contexte de terrain ou sur des études coût-efficacité. Moi, je pense que c'est très important que ce soit pour avoir une visibilité ou pour convaincre, ce qu'a soulevé le professeur Ibrahim, pour convaincre les décideurs. Un décideur, il a un choix à faire. On est dans une approche de santé publique. Il n'a pas que, par exemple, le cancer. Il a tout, donc, un panier de soins à offrir, depuis la prévention jusqu'à la prise en charge, jusqu'aux soins palliatifs. Et il est toujours contraint de faire un choix. On va l'aider à faire ce choix, en objectivant son choix, par la création de données. On a commencé avec l'information et data, je pense qu'on va finir avec ça. Et je réponds à ma collègue pour parler en fin de compte de l'industrie pharmaceutique. Et donc si on veut faire du lobbyisme, moi je suis très anglo-saxon, il faut que ce soit très clair dans notre tête qu'est-ce qu'on va demander. Et ce qu'on n'a pas jamais fait, c'est de se réunir, de se parler comme ça, et dire voilà, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire, même vis-à-vis des décideurs. On ne peut pas faire du lobbyisme vis-à-vis des décideurs, et ce n'est pas clair ce qu'on demande. Et donc là, pour nous, c'est pour cela qu'on a voulu faire ce panel, de dire voilà, qu'est-ce qui nous manque pour faire du bon lobbyisme. Je pense là de documenter que c'est vraiment cost-effectif, c'est quelque chose de très intéressant, la nécessité de tout ça. Mais les autres arguments, en fin de compte, on va les mettre en place pour dire, en fin de compte, on a besoin de tout ça. L'industrie pharmaceutique, je ne vais pas la décortiquer, l'industrie pharmaceutique au Maroc, mais en fin de compte, pour être très gentil, suivez-vous, voilà. Et je pense peut-être, ce qu'on va viser, je le dis clairement, et sans enfant, convaincre les décideurs et avoir une stratégie très claire. Et je pense la pharmacie, les pharmacies. Mais c'est bien qu'ils soient aussi associés pour cibler la bonne niche qui va les intéresser. Absolument. Et vous, Bien. Absolument. Mais là, on voulait le faire sur un parterre scientifique et clinique avant d'aller les rencontrer. Ça veut dire qu'il y aura élargissement vers les autres acteurs. Mais là, il faut qu'on se mette d'accord sur ce dont on a besoin et qu'on voit cette vision de médecine personnalisée. C'est pour ça. Il n'y avait pas un principe d'exclusion là-dedans, il n'y a rien du tout. Mais c'était juste pour qu'on se mette d'accord. Et donc, elle a juste, pour clore ce premier panel, si je reprends un petit peu, je pense données, data revient beaucoup, recherche translationnelle, l'économie, ça c'est quelque chose de très important, la formation. Je pense là, il ne faut pas négliger tout ça. Peut-être, comme c'est très bien dit, revenir sur la définition, parce qu'il y a plusieurs définitions, et ça c'est quelque chose de très important pour nous. La multidisciplinarité, comme a dit Siami. Et donc, peut-être passer, on en a parlé, le P de AMI, auparavant c'était P de population. Alors là, on va aller de P de population à P de personnalisation. Ce qu'il faudra faire, c'est les technologies à investir peut-être. On va revenir dans le deuxième panel, le Free Cell DNA. Et en fin de compte, l'utilisation des bioanapathes, je pense que c'est très très important et avoir cette vision et le dire clairement. Étendre ce principe de la médecine personnalisée à toutes les pathologies. Je n'ai pas voulu donner la parole à Choukri parce qu'il pourra prendre du temps pour parler de la résistance bactérienne et les fongiques et tout ça, parce que là, il y a tout un domaine là-dedans. Et en fin de compte, peut-être faire du lobbyisme, mais pas tout simplement vis-à-vis des décideurs, mais aussi faire un lobbyisme vis-à-vis de personnes lambda, parce que c'est là qu'il faut revenir et c'était rien dit. Nous, on veut qu'on bouge d'un paradigme de médecine à réaction. C'est ce qu'on est en train de faire. Un médecin rencontre un patient, on est en train de dire « je suspecte ». Parce qu'il n'y a pas la précision du diagnostic et on lui donne ce traitement, il va revenir dans 15 jours. Et donc quand vous dites au patient que vous allez revenir 15 jours, il pourra vous demander « pourquoi je reviendrai dans 20 jours, dans 15 jours ?» Ça veut dire que vous n'êtes pas si confiant dans ce que vous faites. Tout simplement parce qu'on n'a pas gagné en précision. Et entre-temps, c'est ce que disait Annie, on est en train de perdre de l'argent.
faire souffrir le patient. Et ce qui arrive souvent, c'est l'acharnement thérapeutique. Peut-être qu'on est en train de traiter quelqu'un avec quelque chose dont on n'avait pas besoin, il est en train de souffrir. Et ça, c'est pas bien. Ce qu'on veut faire, et là je pense au Maroc, il y a l'ébauche de tout ça, c'est la médecine efficiente. Et ça, ce qu'on est en train de faire avec Tmakoua au Maroc, et il nous donne un très très bon exemple, pour arriver, et c'est là qu'il faudra convaincre les pharma. Même avec médecine préventive, vous allez vous faire de l'argent. Et ça, c'est très subtil à faire. Parce que maintenant, ce qu'on doit aller faire, et très clairement, on veut aller vers une médecine préventive, mais ce sera vraiment une question à débattre. Voilà. Donc, sans plus tarder, je remercie tout le panel. Mais on va faire une chose. Généralement, dans les congrès, après 1 heure assis, tout le monde se met debout. Et quand on va se mettre debout, on va prendre une belle photo de ce couple. Merci à vous et on félicite les panels.